Palais à 1 milliard de dollars, yacht de 180 mètres, jet privé par dizaines, collection d'art qui ferait pâlir les braqueurs du Louvre. C'est le quotidien des élites du Golfe, là où l'argent du pétrole a créé un univers parallèle déconnecté de toute réalité. Un quotidien où les lions, les tigres et les guépards sont devenus des animaux de compagnie, où les faucons voyagent en première classe avec leur propre siège et leur propre passeport. Pendant ce temps, en France, on vous empêche de louer votre appartement devenu insalubre depuis l'arrivée du DPE. Votre voiture à essence ne peut plus rouler en ville. Prendre l'avion Paris-Marseille est devenu un acte de haute trahison écologique. Baisser son chauffage d'1 degré est présenté comme un acte citoyen, un mal nécessaire quand 36% des Français considèrent que se chauffer l'hiver est devenu un luxe inaccessible. Pendant que Bruxelles vous parle de sobriété énergétique et que Macron vous annonce la fin de l'opulence, de l'autre côté de la Méditerranée, on construit une station de ski dans le désert. Pourtant, ce train de vie délirant cache quelque chose de plus intéressant. Ces pays paniquent. L'argent du pétrole ne coulera pas éternellement. Alors, ils se lancent dans des projets pharaoniques, des villes futuristes à plusieurs centaines de milliards, des stations de ski dans le sable, des îles artificielles. Et derrière leurs dépenses ridicules, il y a un plan froid et méthodiquement calculé. Un plan pour que dans 30 ans, ces familles contrôlent encore l'économie mondiale. Aujourd'hui, on va décrypter comment ces riches pays du Golfe dépensent leur fortune et ce que ça révèle sur l'avenir de ces économies construites sur le pétrole. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter le secret bien gardé des milliardaires pour s'enrichir aussi bien dans un marché haussier qu'en temps de crise. Le secret, c'est le private equity, le joyau de la couronne de tout portefeuille diversifié qui se respecte. Le seul problème, c'est que le ticket d'entrée pour les meilleurs fonds se chiffre en centaines de milliers, si ce n'est en millions d'euros. Et c'est là que notre partenaire Fundora entre en jeu. Fundora démocratise l'accès aux meilleurs fonds mondiaux de private equity dès 100 € seulement. Accédez à des fonds d'une grande qualité hautement diversifiée, avec 15 à 20 entreprises par fonds, avec des rendements historiques moyens dépassant 20% de TRI net. Leur plateforme intuitive simplifie tout et vous permet de mitiger vos risques grâce à différentes stratégies, LBO, secondaire, impact, capital risque, infrastructure, et cela dès 100 €. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien en description pour ne pas manquer l'opportunité spéciale de la semaine prochaine et pour mettre un pied dans le monde du private equity avec Fundora. Votre portefeuille vous remerciera. Lui, c'est l'émir du Qatar. La fortune de sa famille est estimée à 335 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des dynasties les plus riches de la planète. Le palais royal de Doha a coûté 1 milliard de dollars. À l'intérieur, 15 palaces distincts avec un parking pour 500 voitures, Bugatti Veyron, Ferrari Aperta, toutes les voitures les plus rares et les plus chères du monde. La famille possède sa propre compagnie aérienne, Qatar Amiri Flight, réservée exclusivement à elle et aux hauts responsables, 14 avions dont 3 Boeing 747-8 à 400 millions de dollars pièce. Mais l'art, c'est là où les chiffres deviennent vraiment vertigineux. La famille royale qatari a dépensé des milliards dans l'art. En 2011, elle a acheté les joueurs de cartes de Cézanne pour 250 millions de dollars. Elle a aussi acquis White Center de Mars Rothko pour 72,8 millions et Men in Her Life d'Andy Warhol pour 63,4 millions. Et puis, il y a les animaux. Dans tout le Golfe, posséder des grands félins est devenu le symbole ultime de statut social. À Dubaï, dans le quartier huppé de District 1, les résidents ont l'habitude de croiser un lion en laisse lors de leur promenade matinale. Ce n'est même plus une surprise pour personne. L'influenceur émirati Humaid Oubalkaish a poussé le concept encore plus loin. Avec ses 7 millions d'abonnés sur Instagram et TikTok, il documente quotidiennement la vie de son zoo privé. Et puis il y a cette histoire devenue virale en 2017, un prince saoudien qui a réservé 80 sièges en première classe sur un vol commercial pour ses faucons. Chaque oiseau encapuchonné, attaché sur son propre siège, avec leur propre passeport. Pendant ce temps, en France, en 2025, la réalité est beaucoup moins bling-bling. Les vignettes critères ont banni les vieux diesels des centres-villes. Prendre l'avion est devenu un acte qu'il faut justifier. Pourquoi ne pas prendre le TGV ? C'est tellement mieux pour la planète. L'hiver dernier, le gouvernement français a même lancé un appel à la sobriété énergétique. Baisser son chauffage d'1 degré, limiter sa consommation d'eau chaude, éteindre les lumières, des gestes présentés comme citoyens et nécessaires face à la crise énergétique. Et pendant qu'on demande aux Européens de faire des efforts pour sauver la planète, que se passe-t-il de l'autre côté de la Méditerranée ? Trojena, une station de ski dans les montagnes d'Arabie Saoudite, dans le désert, une station qui promet 700 000 visiteurs par an d'ici 2030 et plus de 30 km de piste. Son coût estimé ? 19 milliards de dollars.
Pour faire fonctionner cette station, il faudra produire massivement de la neige artificielle, 275 000 mètres cubes d'eau par an, l'équivalent d'environ 100 piscines olympiques, dans une région désertique où l'eau est une ressource extrêmement rare. Juste pour faire de la neige dans le désert. Le contraste est tellement absurde qu'il en devient presque comique. Voilà le décalage. Deux mondes qui coexistent à quelques heures d'avion l'un de l'autre, l'un où l'on parle de sobriété et de restrictions, l'autre où l'accès n'a aucune limite. Mais cette situation pose une question fondamentale. Combien de temps cela peut-il durer ? Le pétrole n'est pas éternel. Et même s'il reste du pétrole dans le sol, la demande mondiale ne durera pas éternellement non plus. Le FMI a lancé un avertissement clair. Les projections indiquent une augmentation de la demande jusqu'en 2040, puis un sérieux déclin à mesure que le monde se tourne vers d'autres sources d'énergie. Une fois que cette demande s'effondrera, tout le pétrole qui reste dans le sol devient ce qu'on appelle un actif échoué. C'est de l'argent qui ne sera jamais transformé en richesse. C'est du potentiel perdu. Le pétrole est devenu tellement profitable que toutes les autres industries ont été étouffées dans l'œuf. Pourquoi investir dans autre chose quand le pétrole rapporte 1000 fois plus ? Pour des économies entièrement construites sur cette ressource, c'est une menace existentielle. Il existe pourtant un pays qui a réussi à éviter ce piège, la Norvège. Avant de découvrir du pétrole, l'économie norvégienne était modeste, principalement axée sur la pêche et l'industrie légère. Puis, ils ont découvert de l'or noir. Mais au lieu de tout dépenser immédiatement, les Norvégiens ont fait quelque chose de radicalement différent. Ils ont pris l'argent de leur compagnie pétrolière d'État et des droits pétroliers qu'ils vendaient et l'ont placé dans un fonds souverain. Aujourd'hui, ce fonds est le plus grand du monde, avec plus de 17 500 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ce qui représente environ 300 000 euros par citoyen norvégien. Le génie du système, c'est que cet argent finance ensuite toute une gamme de services sociaux, dont l'éducation. Des gens mieux éduqués contribuent davantage à la productivité du travail. Aujourd'hui, la Norvège tire toujours beaucoup de revenus du pétrole, mais elle génère aussi des revenus de son fonds souverain. Tout ça, en plus d'avoir développé plusieurs industries de haute technologie et l'une des plus grandes flottes marchandes au monde. Les États du Golfe ont eux aussi leurs fonds souverains, mais ils ne sont pas gérés de la même manière. Ils ne financent pas vraiment de services sociaux et ils ne sont pas très transparents sur leurs investissements ou leur fonctionnement. Ces pays ont un problème unique. Ils luttent pour trouver assez de travailleurs pour tous les emplois que leurs économies peuvent créer. Ils ont de très petites populations natives. Alors ils tentent d'autres stratégies pour se diversifier et rendre leur pays plus attractif. D'abord avec les compagnies aériennes, Emirates, Qatar Airways et Etihad font partie des plus grandes compagnies au monde. C'est un excellent choix pour ces économies car c'est une industrie qui ne nécessite pas beaucoup de main-d'œuvre locale et qui ne dépend pas de la qualité du terrain. Ces compagnies emploient une majorité de leur personnel venant de l'extérieur du pays, ce qui signifie qu'elles ne puisent pas dans un réservoir limité de travailleurs locaux. Ensuite, il y a les Golden Schemes, des programmes d'attraction. Le Golden License de Bahreïn a déjà attiré 2,4 milliards de dollars d'investissement. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite offrent des visas de résidence permanente pour attirer les talents et les investisseurs. Les EAU comptent 40 zones franches où les entreprises bénéficient de 0% de taxes. Et puis, il y a le pari sur l'énergie renouvelable. L'Arabie saoudite vise 50% d'électricité renouvelable d'ici 2030. Les EAU visent 44% d'ici 2050. Dans les pays du Golfe, chaque mètre carré de terrain équipé de panneaux solaires peut produire l'équivalent énergétique de 1,1 baril de pétrole par an. C'est en partie comme ça que le sultanat d'Oman veut réduire sa dépendance au pétrole de 39% à 8,4% de son PIB d'ici 2040. Ces transformations économiques massives, ce ne sont pas juste des histoires fascinantes, ce sont des opportunités d'investissement concrètes. Énergie renouvelable au Moyen-Orient, compagnies aériennes en pleine expansion, zones franches qui attirent des milliards. Pendant que la plupart des gens découvrent ces tendances avec 5 ans de retard, nos 45 000 abonnés, eux, les anticipent. Tous les mardis, on vous envoie gratuitement les tendances économiques mondiales avant qu'elles n'explosent, l'analyse détaillée d'une action à fort potentiel et un récap des marchés pour prendre les bonnes décisions. Pour avoir cette longueur d'avance, abonnez-vous gratuitement, le lien est en description. Mais ce qui est encore plus fou, ce sont les méga-projets qu'ils lancent. Revenons-en à nos moutons. Le modèle en la matière, c'est Dubaï. Aujourd'hui, le pétrole ne représente plus que 1% du PIB de Dubaï selon les dernières données. Les 99% restants proviennent du tourisme, de l'immobilier et des affaires. C'est la preuve vivante qu'une économie du Golfe peut se diversifier, même si le pétrole représente toujours 30% de l'économie du pays. Alors, certains pays lancent des projets fous. Neom, c'est le projet phare de l'Arabie saoudite, annoncé par le prince héritier Mohammed bin Salman en 2017. Un investissement de 500 milliards de dollars sur une superficie presque équivalente à celle de la Belgique.
À l'intérieur de Neom, il y a The Line, une ville de 170 km de long, 500 mètres de haut, 200 mètres de large. Une ville verticale sans route où tout serait accessible en 5 minutes à pied pour 9 millions d'habitants. Le coût estimé approche les 1000 milliards de dollars. Au cœur de Neom se trouve également Trojena, cette station de ski dans les montagnes dont on a déjà parlé. 19 milliards de dollars pour 30 km de pistes et 700 000 visiteurs attendus par an. Elle devait accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Et puis, il y a les projets déjà réalisés. La Coupe du Monde 2022 au Qatar a coûté 300 milliards de dollars sur 12 ans. 300 milliards pour un événement de quelques semaines. C'est 10 fois plus que n'importe quelle autre Coupe du Monde de l'histoire. Ces projets ne sont pas pensés pour les touristes. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le climat est trop chaud et en dehors de quelques centres culturels importants, il n'y a pas grand-chose pour les touristes au-delà d'hôtels luxueux et de centres commerciaux. Les autorités de ces pays le savent parfaitement. Leurs villes sont suffisamment glamour pour divertir les gens quelques jours tout au plus. Non, la vraie cible, ce sont les entreprises. Construire quelque chose comme Palm Jumeirah a nécessité la coopération de centaines d'entreprises et de millions de travailleurs. Même une fois terminés, ces développements ont besoin de chaînes hôtelières internationales, de sociétés de promotion immobilière, de cabinets d'avocats, de paysagistes et de tout le reste pour maintenir ces développements à un niveau mondial. Cela crée une industrie qui, tout comme le pétrole, vaut la peine pour les entreprises d'importer leur capital et leur main-d'œuvre dans le pays. Une fois que les grandes entreprises s'installent, de plus petites entreprises de services peuvent se former autour d'elles. Très rapidement, le pays peut développer un écosystème commercial dynamique là où il n'y avait autrefois que du sable. Les grands projets et la promesse de projets encore plus grands à l'avenir sont un moyen très efficace d'inciter les entreprises à ouvrir des bureaux qui continueront, espère-t-on, à fonctionner longtemps après que le pétrole sera épuisé. Les modèles à suivre en la matière, c'est Singapour et Hong Kong. Ces deux villes-États ont réussi quelque chose d'extraordinaire, devenir parmi les économies les plus riches du monde sans aucune ressource naturelle. Singapour n'a pas de pétrole, pas de mines, pas d'agriculture significative, juste un petit territoire et une position géographique stratégique entre l'Asie et le reste du monde. Hong Kong, c'était la même chose, un rocher au sud de la Chine avec un port naturel. Mais ils ont compris qu'on pouvait créer de la richesse autrement. En devenant des hubs où il fait bon faire des affaires, avec fiscalité avantageuse, règles claires et stables, infrastructures de transport exceptionnelles et main-d'œuvre qualifiée. Les entreprises du monde entier ont installé leurs sièges régionaux là-bas, pas pour accéder à des ressources locales, mais simplement parce que c'était l'endroit idéal pour coordonner leurs opérations en Asie. C'est exactement ce modèle que les Émirats veulent reproduire. C'est ça la véritable idée derrière ces projets fous. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours exactement comme prévu. The Line ne fera plus 170 km de long comme prévu initialement, elle fera environ 2,4 km. C'est une réduction de 98%. Et au lieu de millions d'habitants d'ici 2030, ce sera beaucoup, beaucoup moins. L'investissement, même de sources saoudiennes, se tarit, et ce n'est pas la première fois que l'Arabie saoudite échoue avec ce genre de projet. En 2005, le roi précédent avait lancé King Abdullah Economic City, avec exactement le même type de marketing que Neom. La ville disposait de connexions ferroviaires à grande vitesse vers 3 des plus grandes villes du pays. Après 13 ans, seulement 7000 personnes y vivaient, soit moins de 1% de sa taille projetée. Trojena rencontre des difficultés encore plus fondamentales. L'étude scientifique menée par 2 chercheurs français est accablante. Selon leurs résultats, la quantité de neige naturelle ne serait même pas suffisante pour un seul jour par an. La station ne peut tout simplement pas fonctionner sans enneigement artificiel. Fin août dernier, plusieurs médias ont mis en doute la possibilité même que Trojena soit prête pour les Jeux asiatiques d'hiver dans 4 ans. L'Arabie saoudite et le Conseil olympique d'Asie auraient déjà commencé à contacter d'autres pays comme la Chine et la Corée pour qu'ils puissent potentiellement accueillir cette édition des Jeux à leur place. Et puis, il y a quelque chose dont on parle rarement dans toutes ces vidéos promotionnelles spectaculaires, les êtres humains qui construisent réellement ces projets. La majorité de ces personnes sont des travailleurs peu qualifiés, gagnant très peu d'argent, travaillant dans des conditions déplorables, dans des circonstances qui font qu'ils sont effectivement piégés là-bas indéfiniment. Et une fois les projets terminés, s'ils le sont un jour, ces travailleurs seront discrètement renvoyés chez eux et la façade dorée de glamour et de luxe restera intacte. Ces pays ont construit leur richesse entière sur une seule ressource, une ressource qui ne durera pas éternellement. Leur pari, c'est d'utiliser l'argent du pétrole pour créer une économie artificielle. Sur le papier, ce n'est pas complètement insensé. Dans 20 ans, il y aura peut-être quelques nouveaux Singapour dans le Golfe, mais il y aura aussi probablement des déserts parsemés de ruines futuristes inachevées. Le paradoxe, c'est qu'ils détruisent eux-mêmes leur propre avenir. Pendant qu'ils construisent des stations de ski dans le désert, ils continuent d'exporter le pétrole qui accélère le changement climatique qui rend leur région invivable. En attendant, le décalage est toujours là. Pendant qu'on demande aux Français de baisser leur chauffage d'1 degré, des faucons voyagent en première classe et des lions prennent le jet pour une balade en Afrique. Mais tout ça ne durera pas.
C'est peut-être ça la vraie leçon. L'argent peut acheter beaucoup de choses. Des palais, des jets, des clubs de foot, même de l'influence mondiale. Mais il ne peut pas acheter du temps. Et le leur est compté. Mais avant de partir, n'oubliez pas de tester Fundora. Investir des 100 € dans les meilleurs fonds mondiaux de private equity. Cliquez sur le lien en description pour vous inscrire dès aujourd'hui.